Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de l'émission Kindoki Politique. Nous sommes le lundi 28 mars 2022. Dans le cadre de cette émission, en tout cas, Ezek Kindoki Politique spéciale, vous voyez Bébiso, la plateau, vous voyez Bébiso, Nini, la Casilou, les spécial, pour les spécial, vous voyez Bango, També Bino, nous pas spécial, Naye Longo, Toroba, Toroso, la question d'actualité de l'heure, Naye Torolobela. Nyonso ezosalema na mboka Congo bakon levi na sur la question politique ya mboka Congo. Alors toza bongo na président Noël Chani azali président national des forces du changement, azali candidat malgré na ba élection il y a 2018 na elongo tokosola sur ba question nyonso oyo bino bozali komituna sur sa personne et aussi sur la politique ya mboka na biso. Monsieur Noël Chani, à qui je vous bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur Kindoki Politique. Mais je tiens à préciser que mon gars n'a pas d'identité. Aux identités, mais ça partie na la classe politique, c'est que ce côté na marambao. Moi, je suis catholique, croyant, pratiquant, et je ne touche pas aux fétiches. Donc, quand vous parlez de Kindoki, ça ne me concerne pas du tout. Très bien, c'est l'émission Kindoki Politique. Vous nous suivez partout dans le monde. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Noël Chani. Monsieur Noël Chani, encore une fois de plus. Alors, votre proposition de loi n'a pas été alignée dans la session en mars. Le Lengekani Penza contre toute attente au Yamba qui s'envoie. La session de mars 2022 qui vient de commencer a retenu un certain nombre de sujets à soumettre au débat des députés nationaux. Parmi les sujets qui ont été retenus, il y a la question de révision constitutionnelle. Vous êtes d'accord? Révision constitutionnelle, donc, c'est un sujet générique qui englobe plusieurs choses à l'intérieur. La loi Tchani que nous, on a proposée touche à la Constitution et appelle une révision constitutionnelle. Mais c'est limité à 2 articles de la Constitution. L'article 10, qui dit que la nationalité congolaise est une exclusive, et nous voulons remplacer cela par la nationalité congolaise est irrévocable. Donc, le principe de la double nationalité, de la multiple nationalité. L'article 72 de la Constitution, qui donne les critères d'éligibilité à la présidence de la République, qui dit que est éligible pour être candidat à la présidence de la République tout citoyen congolais âgé d'au moins 30 ans, mais qui est congolais d'origine. Nous voulons qu'il y ait une modification dans cet article-là où on va dire congolais d'origine, virgule, né de père et de mère congolais d'origine. Ces 2 articles appellent donc à une révision constitutionnelle. Mais il y a d'autres députés nationaux, au-delà des Singhi Ploul, qui ont demandé aussi qu'il y ait révision constitutionnelle dans plusieurs articles, notamment des questions qui touchent même au mandat du président, l'article 220 qui est intangible. J'ai entendu qu'il y a un député national, Steve Ndikaï, qui demande que cet article-là soit modifié pour que le mandat du président passe de 5 à 7 ans. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est une idée qu'il faut débattre. Il y a d'autres députés nationaux qui amènent des questions liées à l'organisation des élections, à certaines institutions de la République. Faut-il maintenir un Parlement à 2 chambres ou bien faut-il changer cela pour avoir simplement un Parlement à 1 chambre, qui serait l'Assemblée nationale, et supprimer le Sénat? Faut-il maintenir les assemblées provinciales? Les questions des seuils au niveau des votes. Est-ce qu'il faut maintenir le système des seuils ou bien il faut supprimer cela pour qu'on ait un système de démocratie directe, où si vous avez 10 candidats, c'est le candidat qui a le plus de voix qui a été élu, sans qu'on ait besoin de faire des calculs impossibles que personne ne comprend de toutes les façons. Donc, il y a plusieurs articles de la Constitution qui vont être touchés par la révision constitutionnelle. Et parmi ces articles-là, il y a les 2 qui sont concernés par la proposition de loi Tchani, notamment l'article 10 et l'article 72. Donc, ceux qui disent que la loi n'a pas été retenue, elle n'est pas programmée, ceux qui n'ont pas bien compris ce qui se passe. La loi est bien retenue, elle est bien incluse donc dans ce qu'on appelle donc la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, s'il faut aller dans ces sens-là, êtes-vous
pour la révision constitutionnelle? Je suis pour la révision constitutionnelle parce que c'est ça que je demande. Je demande qu'on modifie l'article 10 et l'article 72 de la Constitution pour que, d'une part, on puisse reconnaître le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est très important pour toi. Nous avons 10 millions de Congolais qui sont concernés. 10 millions de Congolais qui vivent dans la diaspora essentiellement, qui ont perdu la nationalité congolaise, pas parce qu'ils voulaient renoncer à la nationalité congolaise, mais parce qu'ils étaient forcés par la force des choses. Dans les pays où ils vivent, on leur dit pour travailler, vous devez avoir la nationalité de ce pays-là. Ils ont pris la nationalité pour se mettre en règle. Ce sont des papiers pour être en mesure de travailler là-bas, nourrir leur famille, envoyer les enfants à l'école, gagner de l'argent et envoyer d'ailleurs l'argent aux Congolais qui sont restés au pays, qui vivent dans des conditions de misère. Et vous savez que les contributions de la diaspora, avec les transferts de fonds qui viennent de l'extérieur, dépassent même le budget de la RDC. Donc, ils sont très importants, nos Congolais qui sont dans la diaspora. Il faut les traiter avec beaucoup de galanterie et avec beaucoup de sagesse. Donc, il faut leur reconnaître la nationalité congolaise et quand ils viennent au Congo, ils vont se soumettre à la loi congolaise. Ils seront des Congolais comme tous les autres avec les passeports congolais. Mais quand ils sont à l'étranger, nous ne voulons même pas savoir s'ils ont la nationalité de ces pays-là ou pas. Donc, c'est très important, cette révision constitutionnelle. Et moi, particulièrement, je suis content qu'on ait retenu sur l'agenda de l'Assemblée nationale ces questions de révision constitutionnelle qui vont toucher aussi à la proposition de loi. Vous pensez que s'il faut aller au vote, votre proposition de loi passera? Je peux prédire que si on vote sur cette proposition de loi simplement, plus de 80% des députés nationaux voteront pour cette proposition. Pourquoi? Parce que ça ne fait qu'ajouter de la valeur à ce que nous avons déjà. L'irrévocabilité de la nationalité congolaise, on va redonner la nationalité à plus de 10 millions de Congolais. Mais qui pourrait ne pas être sensible à ça? Deux, en ce qui concerne donc les critères d'éligibilité, notre démocratie va être purifiée. Ça va être plus clair. Qui peut être président de la République? On ne peut pas prendre n'importe quel bimbo qui vient de n'importe quelle planète et il devient candidat à la présidence de la République. Né, grandi ici seulement parce qu'il n'a pas de parents congolais, il ne peut pas se présenter à la magistrature suprême. Nous avons dit, quand on est né dans un pays, on a beaucoup de choses de ce pays-là. Mais quand on est né des parents qui sont purement et simplement congolais, on doit être très loyal à la RDC parce que c'est le seul pays que nous avons. Et on a vu à travers certaines expériences à travers le monde. Je voudrais vous donner l'exemple, un exemple qui nous concerne tous actuellement, citoyens du monde. Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, n'est-ce pas? Vous voyez comment le président ukrainien est en train de se battre pour résister contre cette mastodonte donc, de Russie. Imaginez une seule fois que le président ukrainien avait un père russe et une mère ukrainienne. Vladimir Poutine prendrait le téléphone, l'appellerait pour lui dire « Hey, vous êtes mon neveu, vous ne pouvez pas nous offrir la résistance. Nous allons prendre l'Ukraine et vous allez jouer un rôle parce que c'est la Russie de votre père. » Il serait dans une situation de conflit d'intérêts. Pour éviter tout cela, on veut un président qui est 100% ukrainien, de père et de mère. Le même exemple s'applique à la RDC aussi. Nous ne voulons pas être dans une situation de conflit d'intérêts où un président de la République aurait à choisir entre faire plaisir à la République démocratique du Congo, par exemple, de sa mère, et un autre pays comme le Rwanda ou l'Ouganda de son père. Nous voulons éviter cela. Donc, ça fait beaucoup de sens, cette proposition de loi que nous avons mise sur la table. Noël Tchani, aux équipes politiques, nous avons l'habitude de dire la vérité. Autant la caméra n'a dit qu'on en répondre à Baro Bazoba que Noël Tchani est soutenu par les deux PES. Noël Tchani vise à faire tomber de tête l'élection Isaïe Goya à l'Ouanaï. Non, vous comprenez mal les choses. Les gens qui réfléchissent comme ça ne connaissent pas ce monsieur de Noël Tchani. Je suis quelqu'un de très patriote, de très nationaliste. Je fais ce qui est bien dans l'intérêt de mon pays. Personne ne me soutient dehors là à part le peuple congolais. J'attends du peuple congolais le soutien à cette proposition de loi. Pourquoi? Parce que ça va sauver 90% de la population congolaise, sinon 99% des Congolais sont avec nous. 99%. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, je respecte leurs opinions. Et vérifiez très bien. Ce sont des Congolais à nationalité douteuse, dont on ne connaît pas les vraies origines. Mais les vrais Congolais, ils veulent l'indépendance de la RDC,
l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale. Ils veulent que le Congo soit dirigé par nous, les Congolais, ou l'un d'entre nous, un point trait. Ce n'est pas pour rien que Patrice Emery Lumumba et les martyrs de l'indépendance sont morts. Ils sont morts pour réclamer la souveraineté nationale. La souveraineté nationale veut dire la gestion du Congo par les Congolais. Un point trait. On n'a pas dit la gestion du Congo par des cousins des Congolais ou par des neveux des Congolais. C'est pas ça. C'est la gestion du Congo par des Congolais. Et les Congolais, j'y ajoute des pères et des mères. Des Congolais authentiques, des Congolais 100%. Depuis l'indépendance, ceux qui ont géré le pays, ils étaient de Congolais, des pères et des mères, et ils ont, selon vous, amené à quoi? Vous voyez comment vous interprétez mal les choses. Depuis l'indépendance, le Congo n'a pas été géré seulement par les Congolais des pères et des mères. Depuis l'indépendance, le Congolais a été géré par tout le monde. Les Congolais des pères et des mères, les Congolais des pères ou des mères, les Congolais importés, dont on ne connaît même pas comment ils ont acquis la nationalité congolaise. Je peux vous mentionner 3 ou 4 exemples. Kengo Adok n'était pas Congolais des pères et des mères. Il a géré ce pays, il a été Premier ministre pendant plus de 3 décennies. Moïse Katumbi, qui était gouverneur, n'était pas Congolais des pères et des mères. Il a participé à la gouvernance du pays, la mauvaise gouvernance qui nous a amené à des résultats actuels. Il y a eu d'autres personnes comme les gens de Bouillambo. Tous ces gens-là, ce sont des Congolais, ils ne sont pas des Congolais de père et de mère. Ils ont participé à la gestion du pays. Donc, quand ça n'a pas marché, c'est un problème de gouvernance générale. Ces gens, moi, je dirais, tous ceux qui ont participé à la gestion, il faut les mettre de côté. Avoir d'autres Congolais qui prennent donc la relève. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Mais vous regardez les choses. Quand ça n'a pas marché, vous blâmez les Congolais de père et de mère. Vous voulez épargner les autres. J'ai dit non. Ils ont tous participé. Mettons-les tous de côté et remettons donc de nouvelles personnes donc en celles qui puissent apporter une autre gouvernance du pays pour que le Congo soit mieux géré. Et une des façons donc de faire cela, c'est d'avoir donc ces règles du jeu définies à travers la proposition de loi Tchad pour que désormais on sache qui va faire quoi. Tous les Congolais sont les mêmes. Ils peuvent participer à la gestion de leur pays. Ils peuvent occuper n'importe quel poste, mais exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères congolais. Pourquoi? Parce que nous serons sûrs en ce moment-là qu'ils sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Et ceux qui vont trahir, on va les soumettre à la rigueur de la loi. Ils seront jugés, condamnés, mis en prison comme toute autre personne. Mais nous voulons nous assurer, comme tous les autres pays du monde l'ont fait, nous voulons nous assurer que notre pays sera toujours dans les mains de nous, les Congolais authentiques de père et de mère, pour que quand nous allons passer, comme Patrice Emery Lumumba est passé, en nous léguant le Congo que nous avons aujourd'hui, quand nous allons passer, on puisse léguer cela à nos enfants. Et quand ils vont passer à nos petits-enfants, c'est comme ça que nous allons assurer la pérennité et l'indépendance et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Après les élections de 2018, vous avez beaucoup pour soutenir la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, nous pouvons dire que vous faites partie de l'Union sacrée? Non, je ne peux pas dire que je fais partie de l'Union sacrée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que au moment où le chef de l'État faisait les consultations, il m'avait consulté. Il avait consulté les autres candidats, anciens candidats à la présidence. Il avait dit qu'on allait gérer le Congo ensemble. C'était ça le sens de l'Union sacrée. Nous mettre tous ensemble, gérer le Congo. Mais quand ils ont voulu former le gouvernement, j'ai compris qu'on a limité l'Union sacrée simplement à ceux qui avaient de représentation au niveau de l'Assemblée nationale. On nous a exclus, nous. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que je fais partie de l'Union sacrée parce que je ne suis pas concerné par ce qu'ils font. Vous êtes lésé. Pardon? Pardon? Vous êtes lésé. Lésé? Oui. Bon, j'ai dit simplement que je ne fais pas partie de cette histoire-là parce qu'on ne fait pas partie du gouvernement. Ceux qui sont dans l'Union sacrée sont représentés par leurs gens au niveau du gouvernement. Mais tous les anciens candidats à la présidence que le président de la République avait consulté, aucun d'entre eux n'a été appelé pour faire partie de ce groupe-là, même de façon symbolique. Donc, on ne peut pas faire partie d'une association simplement pour accompagner les autres. Nous voulions apporter des idées nouvelles. Moi, je continue à penser qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. L'Union sacrée, actuellement, paraît comme étant un ramassis de tous ces kabylistes-là, des gens du FCC, les gens qui ont toujours participé à la gouvernance du pays et qui n'ont donné aucun résultat probant. Nous voulions apporter des idées nouvelles. Je pense que ça n'a pas été accepté. Une année après, s'il faut examiner ou analyser les actions du gouvernement de l'Union sacrée, pensez-vous que
le gouvernement actuel répond aux préoccupations, aux problèmes de la société? Non, pas du tout. Je pense qu'actuellement, nous n'avons pas encore commencé le vrai travail de développement du pays pour répondre aux préoccupations de la société. Nous continuons à avoir quoi? Des gens qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas de travail. Le chômage, 85% de la population active. Deux, nous n'avons toujours pas d'infrastructures de qualité. Les infrastructures de base sont dégueulasses. Allez à Kinshasa, vous allez compter le nombre de trous dans une heure, vous allez voir que nous n'avons pas encore commencé le travail réel de construction du pays. Ici à la Gombe, ici à la Gombe, là où nous sommes là, il y a coupure d'électricité peut-être 10-15 fois par jour. 10-15 fois par jour à la Gombe. Alors ne parlons même pas de nos campagnes et de nos villes, de nos villages d'origine, parce qu'il n'y a pas d'électricité du tout. Et je dirais que en ce qui concerne les conditions de travail de ceux qui travaillent, le peu de gens qui ont du travail, les professeurs d'université, ils sont en grève. Ils sont en train de négocier aujourd'hui avec le gouvernement pour trouver un modus vivendi. Les fonctionnaires de l'État, c'est la même chose. Les policiers, les militaires, c'est la même chose. Et quand ils sont payés les salaires de misère. Dans ce pays, nous n'avons pas de salaire minimum garanti. C'est-à-dire que toute personne qui travaille, le peu qu'on lui donne là, ça ne lui permet même pas donc de vivre. Les enseignants, les étudiants, ils sont capables de pouvoir payer les frais de scolarité. J'enseigne dans quelques universités de la ville de Kinshasa. Mais dans toutes ces universités-là, je suis arrivé dans une classe où j'ai à peu près 250 étudiants. Et j'arrive, je trouve 4 étudiants. Je demande, mais où sont les autres? Oh non, on les a chassés parce qu'ils n'ont pas payé les frais de scolarité. Pourquoi on paye les gens, on chasse les gens? C'est parce que leurs parents qui sont supposés payer, supporter ces frais de scolarité, ne sont pas payés par l'État s'ils travaillent pour l'État. Donc, il y a un véritable malaise social dans notre communauté qu'il faut reconnaître. Donc, par conséquent, je peux dire que je ne suis pas satisfait des résultats réalisés donc jusqu'à présent. Mais il faut relativiser les choses. Cette insatisfaction n'est pas simplement le reflet des actions de ce gouvernement. C'est le reflet des actions de tous les gouvernements depuis 1960 qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour sortir le Congo de l'ornière. Donc, les autres, ils sont venus maintenant, ils ont commencé à travailler, mais les réformes prennent du temps à pouvoir donner des résultats. Je n'ai pas mentionné autre chose. On dit aujourd'hui, on est en train d'applaudir qu'il y a accumulation des réserves à la Banque centrale du Congo. Moi, je dis, mais très bonne chose, je salue cela. Sauf qu'il y a accumulation des réserves et il y a accumulation aussi des dettes. Dettes intérieures. Beaucoup d'entreprises qui ont vendu leurs services ou bien leurs produits à l'État ne sont pas payés. On accumule des arriérés de dettes, on accumule des arriérés de salaires, on accumule des arriérés dans tous les domaines, des ambassades, ainsi de suite. Mais on dit qu'on a augmenté donc les réserves parce que les recettes fiscales ont augmenté. Je pense que nous sommes en train de nous tromper. Il faut qu'on fasse un véritable diagnostic de la situation économique et financière du pays et que, de façon courageuse, qu'on dise voici ce que nous avons, voici ce que nous n'avons pas et qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à sortir donc de cette situation. Puisque vous parlez de l'économie, parlant de la motion de défiance donnée au ministre de l'économie, personnellement, comment vous jugez les actions du ministre de l'économie, de son ministère dans la population, dans la vie quotidienne? Moi, je crois que les députés nationaux ne comprennent pas certaines choses, comment ça fonctionne. Un ministre de l'économie, il gère une économie, n'est-ce pas? Aux côtés d'autres ministres dans le gouvernement, chacun responsable de son secteur. Et quand ça ne marche pas, ça peut être du fait des actions de ce ministre-là, mais ça peut être aussi du fait des actions de tout le gouvernement combiné. Dans ce cas précis, qu'est-ce que nous connaissons? La République démocratique du Congo vit dans un monde qui est aujourd'hui affecté par la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine était un grand producteur de produits agricoles de première nécessité. La Russie aussi. L'Ukraine et la Russie sont producteurs donc du pétrole et du gaz. La flambée des prix dans ces pays-là, ou la réduction de l'offre des produits qu'ils produisent vers le marché international, cela fait que les prix à travers le monde ont pris l'ascenseur. Aux États-Unis, en Europe, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en République démocratique du Congo.
Dans ces conditions, comment voulez-vous pénaliser un ministre de l'économie parce qu'il n'a pas maintenu la stabilité des prix alors que ce sont des facteurs exogènes qu'il ne contrôle même pas qui font que les prix donc augmentent, pas seulement en République démocratique du Congo, mais à travers le monde. Ce que nous devons faire, c'est réfléchir à une stratégie de développement qui pourra permettre à la RDC d'assurer son autonomie économique et financière et alimentaire. Pour que quand il y a des événements de ce genre-là, ça ne puisse pas nous frapper de plein fouet si nous produisons donc localement les biens de première nécessité. Et nous n'avons pas cette stratégie-là. Nous en parlons tous les jours et je n'ai pas encore vu le début d'exécution d'une stratégie de ce genre. Deuxième élément, je considère que normalement des pays sérieux, ils profitent donc d'une situation comme celle-ci pour mener la réflexion de maintenant comment nous devons faire pour que dans l'avenir, on ne puisse pas tomber dans le même panneau. Mais au lieu de réfléchir comme ça, les députés nationaux sont très rapides pour pouvoir demander la démission donc du ministre. Si vous démettez ce ministre-là et vous le remplacez par quelqu'un d'autre, vous savez quoi? Les résultats seront les mêmes. Donc, le ministre n'est pas le problème. Le problème, c'est l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui a augmenté les risques de production, les risques de stabilité. Mais le ressentir en un mois seulement. Pardon? En un mois seulement. La guerre, c'est seulement un mois. Et aujourd'hui, nous ressentons le coup. Mais bien sûr, la guerre, c'est seulement, ça a commencé il y a à peine un mois. Les risques sur les marchés internationaux ont augmenté considérablement. Et là, vous savez le prix du pétrole. Le prix du pétrole sur le marché international a augmenté de $70 le baril. Nous sommes à $120 le baril en moins d'un mois. Et lorsque le pétrole augmente, quelle est la conséquence? Tous les biens de consommation ou d'équipement, les prix augmentent. Pourquoi? Parce que ces biens-là au Congo sont importés. Et quand on les importe, il faut utiliser le pétrole pour transporter d'un endroit donc à l'autre. Il faut utiliser le pétrole même pour nous assurer le peu d'énergie que nous avons ici. Par conséquent, la conséquence sur les prix, c'est une tendance haussière. Donc, il ne faut pas regarder simplement le ministre comme un individu isolé qui cause donc la flambée des prix. Il faut regarder l'environnement dans lequel la République démocratique du Congo évolue aujourd'hui. Et on ne peut pas évoluer de façon différente par rapport donc aux autres pays. Nous sommes tous concernés. Monsieur, il faut le BAP du Kambetali, poisson chinchard. Personnellement, étant que mon coin il y a le fait seulement importer poisson chinchard dans Namibie, est-ce que ça a qui idée tout pédicalicia, madame? Il y a des actions qu'il faut situer dans le temps et des actions qu'il faut regarder donc dans le court terme. Pourquoi on avait importé les actions, les chinchards de la Namibie? Je pense que la préoccupation du gouvernement était de répondre à la demande de la population pour les fêtes de Noël et de Nouvel An. Ils avaient fait le constat que sur le plan national, on n'avait pas de production de poissons en quantité suffisante pour répondre à la demande des gens pendant cette période-là. D'où le gouvernement s'était résolu à importer pour pallier à cette insuffisance-là de façon temporaire. Malheureusement, moi, je n'ai pas encore acheté les chinchards-là. Je ne les ai pas vus dans le magasin, donc je ne sais pas où est-ce qu'on les a vendus. Si c'était une action ponctuelle, bon, il faut comprendre ça et situer cela donc dans cet environnement-là. Mais de l'autre côté aussi, je pense que notre pays doit avoir comme stratégie de produire localement. Nous avons des poissons qui meurent dans l'eau. Est-ce que nous avons fait suffisamment d'investissement? Pas le gouvernement qui doit investir, mais le gouvernement qui peut mobiliser le secteur privé et qui peut même leur donner des moyens pour qu'ils investissent dans ce secteur pour qu'on puisse attraper plus de poissons. J'ai vu à cause de la pollution des rivières Loufou et Kassai venus de l'Angola. J'ai vu qu'il y avait des millions de poissons qui étaient morts. Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas l'industrie de pêche au Congo pour que ces poissons ne meurent pas de vieillesse, pour qu'on puisse les attraper et qu'on puisse alimenter tous les magasins à travers tous les pays de pêche, par exemple? Moi, je vois des choses différemment. Je pense que l'État peut trouver des mécanismes pour travailler avec les secteurs privés congolais, pour promouvoir l'entrée des jeunes Congolais dans ce secteur-là et qu'ils créent des entreprises avec le soutien de l'État pour qu'ils puissent fonctionner normalement. Donc, je pense que c'est une question de stratégie. Donc, c'est dommage que, en principe, le gouvernement ne devrait pas faire ça. Le gouvernement devait promouvoir la production de poissons dans notre pays. Mais, comme je dis, il y a des actions qu'on peut comprendre dans un rayon de temps très court, dans le court terme,
pour répondre à une situation spécifique, parce que si on l'avait fait, les prix, par exemple, des poissons pouvaient augmenter considérablement sur le marché. Et si cela était le cas, les gens allaient blâmer le ministre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu prévoir pour gérer donc la question des prix des produits de première nécessité? Donc, il faut comprendre de part et d'autre pourquoi le gouvernement ou le ministre de l'économie a fait donc ces mesures-là. Tous ces dossiers moko Noritani, la situation de partout dans le monde, aux amontaux au bandi pays de banda mboka, aux amontaux professeurs, et ben université faut que le bango bongo, le chef de l'État entreprendre des marches moko à combien dans investisseurs récemment à Zaki na Dubaï, l'expo Dubaï 2020 et à Kinda qui a continué combien au Senga bango baya na mboka Congo pour na kuta ba opportunité comment est-ce que vous démarche est-ce que démarche pour et pour développer le Chaque pays a une stratégie de développement qu'il faut mettre en œuvre. Si la stratégie du gouvernement est d'attirer des investisseurs, je pense qu'il faut utiliser tous les moyens pour attirer leur attention et les attirer donc vers le Congo. Moi, j'ai eu à m'impliquer dans certains pays qui avaient une stratégie à peu près similaire, les îles du Cap-Vert. Mais pour que nous puissions attirer des investissements aux îles du Cap-Vert, on est allé accompagner le gouvernement dans l'Union européenne, en Asie, aux États-Unis, pour montrer les opportunités d'investissement du Cap-Vert. Mais pendant qu'on le faisait, on avait fait 2-3 années avant pour faire des réformes qu'il fallait pour que le Cap-Vert puisse offrir des conditions attractives aux investisseurs privés. Pour que quand vous allez à l'extérieur, vous dites venez investir chez nous. Quand ils arrivent chez vous, ils ne trouvent pas qu'on leur demande de la corruption partout. Parce qu'à la minute qu'ils viennent, qu'ils constatent ça, ils vont prendre l'avion, retourner, ils ne vont pas investir dans le pays. À la minute que vous êtes en train de promouvoir cela à l'extérieur, il faut que l'administration publique fonctionne. Ici, on a l'impression que l'État ne fonctionne pas. L'administration publique n'existe pas. Une fois que vous voulez attirer des investissements extérieurs, il faut offrir des infrastructures de base. Vous voulez attirer des investisseurs pour qu'ils viennent au Congo, mais quand ils arrivent, coupure d'électricité, chaque jour, pendant 2-3 jours, comment voulez-vous que les entreprises privées puissent venir s'installer dans un environnement comme ça? Donc, il y a tout plein de choses qu'on peut faire pour accompagner ces démarches-là à faire sur le plan international pour attirer les investisseurs. J'ai peur qu'actuellement, sur le plan intérieur, qu'on ait encore tout à faire, qu'on n'ait pas encore fait suffisamment pour créer cet environnement propice au développement du secteur privé qui pourra attirer les investisseurs qu'on aura sensibilisés à travers des voyages comme ceux auxquels vous avez fait allusion. C'est ce qui cause fait que les investisseurs ne viennent presque pas. Bon, moi, je pense qu'il y a une combinaison de facteurs. La combinaison de facteurs, c'est que corruption, gouvernance zéro à l'intérieur du pays, manque d'infrastructures de base à l'intérieur du pays, insécurité généralisée. Vous n'attirez pas des investisseurs si il y a des bruits de bottes. Quand on entend toujours à Beni Botembo, c'est toujours la République démocratique du Congo. Un investisseur à l'extérieur ne connaît même pas où se trouve Beni Botembo, mais quand il entend qu'on a tiré sur des gens là-bas, des rebelles et consorts, ils vont être effrayés, ils ne vont pas venir ici. Donc, quand on entend que les gens sont toujours en grève parce qu'ils ne sont pas payés, les investisseurs privés ne vont pas venir ici. Donc, bref, il faut faire tout un diagnostic de la situation actuelle et déterminer qu'est-ce qui ne marche pas et que nous devons modifier. Dans mon langage, vous allez trouver que je mets beaucoup plus l'accent sur des choses, des réformes à faire. Ces réformes-là, ce n'est pas pour critiquer le gouvernement. Moi, j'ai toujours considéré que dans une démocratie, on a un mandat présidentiel de 5 ans. Il faut laisser le président travailler. On va évaluer ce mandat à la fin de cette année éventuellement. Et en ce moment-là, nous allons prendre des décisions en connaissance de cause. S'il travaille tellement bien que les choses changent, s'améliorent, on va dire peut-être qu'il faut le laisser encore continuer. Mais si on évalue les choses et on trouve que ça ne marche pas du tout, qu'on ne fait pas de progrès et que nous pensons que nous pouvons apporter ces améliorations-là pour que le pays puisse aller de l'avant, on va prendre des décisions en connaissance de cause. Mais pour l'instant, c'est trop tôt de pouvoir se présenter pour les élections de 2023 si on sera candidat ou pas. Très bien. Émission ici à M. Noël Chani. Lobby Linga la tête depuis au bâti l'émission. Non, dans le bâti Linga, il faut que nous fassions pression sur l'Assemblée nationale. La loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté est très importante. Il faut, Bobenga, député Nabino, on est convaincu qu'elle va mieux protéger la souveraineté nationale, assurer l'intégrité territoriale et surtout permettre la pérennité du Congo en tant que pays
et redonner la nationalité à tous nos compatriotes. 10 millions de Congolais qui ont perdu cette nationalité à cause de l'exclusivité contenue dans la Constitution sous la forme actuelle. Donc, s'il vous plaît, faites pression sur vos députés nationaux, demandez-leur de pouvoir mettre cette loi sur la table, d'en discuter et de voter pour que le Congo soit mieux protégé que ce que nous sommes aujourd'hui. On est fini pour cette émission Kindoki Politique de ce jour avec Monsieur Noël Tchani Mandavita. Nous étions récits par lui aujourd'hui dans le cadre de cette émission Kindoki Politique. Moi et vous, nous nous retrouvons très prochainement, toujours avec le même plaisir. Que le Seigneur bénisse la République pratiquement.